Bonjour Daniel Zaidani. Bonjour Anne-Constance et puis bonne année oui, bonne à année vous, à vous, à votre équipe et bien évidemment bonne année à tous les Mahoraises et les Mahorais qui nous écoutent ou qui entendront suivront cette petite émission. Alors Daniel Zaidani, vous souhaitez une bonne année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en tant que conseiller départemental de Pamandzi pour cette année 2023? J'aimerais vraiment que les choses aillent beaucoup mieux sur le territoire de Mayotte. En premier lieu, qu'on ait tous une bonne santé, parce que vous savez, c'est forcément important. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse vivre dans de bonnes conditions sur le territoire de Mayotte, d'avoir une bonne éducation, d'avoir la sécurité, de pouvoir partir à la retraite dans des conditions normales, avec une retraite à la hauteur quand même de ce que coûte la vie à Mayotte. Et aujourd'hui, j'ai bien le sentiment quand même que tous ces points qui sont cruciaux pour pouvoir vivre à Mayotte sont totalement négligés par ceux qui nous gouvernent. Alors, Gérald Darmanin est venu fêter la nouvelle année à Mayotte. C'est quand même un symbole quand le ministre de l'Intérieur est aux côtés des gendarmes et des policiers pour la nouvelle année. Vous retenez quoi, Daniel Zaidani, de la visite du ministre de l'Intérieur ? Écoutez, c'est sa troisième visite importante. En tant que ministre de l'Intérieur. En tant que ministre de l'Intérieur. La première dans le quinquennat précédent. La deuxième qui a eu lieu un an après la première, c'est-à-dire cet été. Et enfin, cette troisième. Cette troisième visite avait été placée comme une visite annonçatrice d'informations et de protocoles qui allaient être mis en place. Mais encore une fois, on voit bien que à l'issue de sa visite sur le territoire, il nous a tout simplement annoncé qu'il allait encore se concerter avec le ministre de la Défense, avec le président de la République, afin de prévoir à une date non définie des mesures concrètes à mettre sur le territoire de Mayotte. Et or, là, nous parlons de la sécurité des Mahorais, nous parlons de l'immigration qui gangrène notre territoire. Et on voit bien finalement qu'en 2 ans et demi, il a été incapable de nous proposer un schéma pour nous sortir des problèmes dans lesquels nous nous trouvons. Et moi, j'aimerais quand même qu'à un moment donné, il n'y a pas à se concerter. On connaît les problèmes de Mayotte principaux, que ce soit l'immigration ou l'insécurité. Et là, je ne parle même pas des problèmes de la retraite, qui est en cours de discussion aujourd'hui, où on sait très bien qu'en métropole, on nous parle de 1 300 € pour un retraité et qu'à Mayotte, la moyenne est plutôt à moins de 300 €. Je ne vous parle pas du social où nos minima sociaux sont minimisés puisqu'on a 50% de ce que perçoit en métropole alors que la vie est beaucoup plus chère ici et que le chômage est beaucoup plus élevé. Donc, mais je vous parle vraiment de la sécurité de nos biens et des personnes qui ne peuvent pas attendre. Ça ne peut pas être reporté. Quand votre vie est en danger, on ne peut pas reporter une décision. Or, on sait que on a besoin d'avoir des moyens de surveillance du plan d'eau, que ce soit à l'intérieur du lagon ou à l'extérieur de la zone maritime française, de navires qui puissent contrôler, s'assurer qu'il n'y ait pas de pirates ou d'autres qui viennent sur le territoire. Je parle de pirates et de terrorisme également, parce que moi je ne cherche pas à savoir qui fait quoi, mais moi je constate aujourd'hui que nous sommes arrivés à un nouveau stade de bordel sur le territoire, puisque maintenant, vous voyez bien qu'il y a des coupures électriques à répétition et que les postes électriques sont attaqués, détériorés et que personne en assume cette responsabilité. Je ne sais pas si ce sont les grévistes qui sont en cause. Je ne sais pas maintenant si c'est de la malveillance issue de personnes qui veulent nuire au bon fonctionnement de ce territoire, mais on voit bien finalement que les choses se dégradent et qu'on ne met pas les moyens de surveillance. Donc ces moyens de surveillance, ils doivent être sur le plan d'eau, avec des navires, des personnes, des moyens. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Cette sécurité nécessite que sur le terrain, les zones à forte agglomération puissent bénéficier de la protection de la police, parce que c'est eux qui peuvent agir en zone urbaine, comme la Petite Terre, comme Koungou. C'est là où il y a le plus de méfaits, c'est là où les chiffres sont les plus mauvais pour les forces de l'ordre, parce qu'ils ne travaillent pas H24, comme c'est le cas dans les zones police. Oui. Donc, ils font peut-être leur boulot, mais il faut aussi paramétrer
ce qu'il faut sur le territoire de Mayotte en fonction de la réalité. Alors, par rapport à ce qu'il faut sur le territoire de Mayotte, pendant les 2 jours où il a été là, le ministre de l'Intérieur, il a beaucoup travaillé avec les collectivités locales, les services de la préfecture, multiples et variés, les forces de l'ordre, pour préparer visiblement un décasage d'ampleur qui pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines de plusieurs milliers de cases en tôle partout sur le territoire, avec un volet raccompagnement massif à Anjouan. Est-ce que vous y croyez et est-ce que c'est ce dont nous avons besoin? Je dirais que le décasage et le raccompagnement des personnes décasées est une nécessité, puisque tout se laisser aller et se laisser faire des services de l'État pendant des années et des années, pour ne pas parler de décennies, est une réalité. Que la population soit de 300, 400, voire plus, on sait bien que cela n'est pas le fait d'une augmentation naturelle de notre population, mais bien d'une immigration forte qui est en plus très fertile. Donc maintenant, il est certain qu'il y a nécessité de réajuster les choses, d'autant plus que l'État ne met pas les moyens nécessaires pour que nos services puissent répondre à la réalité de la population actuelle. Mais soyons lucides, on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a des décasages, ne serait-ce que d'un petit quartier avec une centaine de personnes, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Et tant bien même que le décasage se fasse, il est tellement annoncé en avance que les gens ont déjà démonté leur habitation et se sont déjà rapatriés sur des zones où ils ne seront pas recherchés. C'est aussi un petit peu l'effet décasage qui a accélérer la délinquance en Petite Terre, puisque ça a été une zone de refuge, la Petite Terre, puisque tout le monde le sait, en Petite Terre, certes c'est peut-être un territoire tranquille, mais c'est un territoire où la surveillance des forces de l'ordre, elle est faible, puisque malgré les 30 000 habitants sur les 11 km², nous n'avons pas de police pour assurer notre sécurité le soir. Alors, autre sujet qui vous perturbe depuis un petit moment, et on a eu l'occasion Mais peut-être un dernier mot sur ce sujet avant de basculer. Je dirais simplement qu'au final, pour moi, le ministre de l'Intérieur est venu sur ce territoire, non pas pour régler enfin les problèmes qui sont connus à Paris, mais plutôt pour tisser des liens forts avec, à mon avis, les futurs candidats au sénatorial, parce que lorsque je regarde les visites qui ont eu lieu, on voit bien que c'était très ciblé afin de préparer des futures élections, soit sénatoriales ou soit tout simplement, en tout cas c'était soit pour préparer un candidat, soit pour dissuader d'autres candidats, mais je pense que assez rapidement les choses seront plus claires puisque vous aurez beaucoup de surprises. Parce que il est allé chez S2O, votre voisin, bien sûr, qui est candidat, tout à fait. Il est allé chez Mouslim Abdourahmane, qui est candidat ou qui ne le sera plus. Voilà, mais en tout cas, pour l'instant, il a annoncé ici même sur le plateau qu'il était candidat. Absolument. Et il a reçu Amdi Youssouf. À ma connaissance, il n'est pas candidat. Oui, mais on voit bien qu'on est dans une zone. Je rappelle quand même, on sait qui sont les maires qui ont soutenu Emmanuel Macron, oui. donc la majorité présidentielle. Donc moi, je constate simplement qu'il est allé dans toutes les communes qui ont soutenu Emmanuel Macron. Il fait de la politique. N'y a-t-il pas de problème à Mamoudzou? N'y a-t-il pas de problème à Mtsangamouji? N'y a-t-il pas de problème à Sada? N'y a-t-il pas de problème à Pamandi? Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi appeler un chat à chat. Il est venu faire de la politique et préparer les élections à venir, soit présidentielles, soit sénatoriales, mais voilà. Les deux. Voir les deux. Je pense plutôt, moi, aux deux. Petite parenthèse. Daniel Zedaï, il y a un sujet d'importance et je voudrais qu'on prenne un petit peu de temps là-dessus. On en parle souvent tous les deux quand on s'appelle. C'est l'aéroport. Vous êtes très inquiet parce que pour sortir de Mayotte et pour rentrer à Mayotte, en théorie, il n'y a que ça. Si on oublie les Kwassa, il n'y a que notre aéroport. Et les problèmes de la tour de contrôle et les problèmes de la sûreté vous préoccupent. Écoutez, sans vouloir revenir sur ce qui a été présenté par le nouveau directeur de l'aéroport, Edis, je tiens quand même à rappeler, comme vous l'avez rappelé vous-même juste avant, que notre site de l'aéroport est un site d'importance vitale. Oui. Donc, en termes de niveau de sécurité, c'est les mots importance vitale, comme voilà, le port. Exactement, comme le port. Et en pareille circonstance, des moyens particuliers doivent être installés, puisqu'il a été rappelé ici quand même que c'est un point vital dans le sens où c'est le point de sortie du territoire et d'entrée du territoire, les évacuations sanitaires,
400 000 passagers aujourd'hui, c'est extrêmement important. Sur ce site, on a quand même les hydrocarbures qui sont là. Et moi, je suis effaré d'apprendre qu'un site aussi important n'a aucune surveillance nocturne. Un site aussi important alors que vous avez une caserne de gendarmerie qu'on refuse de déloger au profit des policiers. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi l'État n'assure pas la sécurité des biens qu'il y a sur ce site vital? C'est en pareille circonstance, vous allez dans n'importe quel aéroport national, vous vous rendrez compte qu'il y a des rondes, de la permanence, etc. Pourquoi à chaque fois à Mayotte, on doit négliger la sécurité? Moi, je suis effaré. Y a-t-il, à défaut d'avoir des gendarmes en permanence pour sécuriser le site, y a-t-il de la vidéosurveillance sur ce site? Moi, je comprends, au vu de tout ce qui a été dit ces derniers jours, qu'il n'y en a pas. Bon, donc je ne tape pas, je ne tape pas sur le gérant, l'exploitant de l'aéroport. Lui, il fait ce qui est écrit dans son contrat. Mais lorsque j'ai fait quand même la DSP du port qu'on a décrié, mais qu'on n'a jamais réussi à casser, je rappelle que à l'intérieur, on a cette question de sécurité, elle avait été prise en compte. Et si ce n'est pas le cas au moment où la DSP de l'aéroport a été faite, ben, il n'est pas trop tard pour bien faire. Bon, maintenant, il y a deux choix. Je pense qu'il faut faire un avenant, faire une étude précise que l'État, a priori, devrait prendre en charge. Mais si vraiment l'État décide de déléguer ce service vital, cette sécurité qui lui incombe, s'il décide malgré tout de le déléguer à l'exploitant, alors à ce moment-là, qu'on fasse un avenant, qu'on signe une nouvelle conventionnement et qu'on se donne les moyens de pouvoir le garantir et l'assurer. Il n'est pas possible qu'à chaque fois qu'il y aura des surcoûts sur cet aéroport, ce sera le passager qui va payer et in fine, peut-être le conseil départemental, comme ça a bien été précisé aujourd'hui. Oui, parce que c'est vrai qu'au conseil départemental, on essaye toujours d'atténuer les coûts, même si c'est 60 centimes par passager, mais cumulé, nous parlons de sommes qui avoisinent les centaines de milliers d'euros. Donc, encore une fois, si il y a nécessité d'avoir une sécurité, et ça c'est indispensable, ça n'a pas été pris en compte dans la DSP initiale, ben qu'un avenant se fasse rapidement et urgemment et que les choses se mettent en place. Mais il n'est pas acceptable que notre aéroport soit laissé aux aléas des fous, des terroristes, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Maintenant, on attaque des postes. Demain, on attaquera peut-être notre station électrique et pourquoi pas aussi attaquer notre aéroport. C'est tout à fait possible, compte tenu de l'incapacité de contrôler qui rentre et qui sort de ce territoire avec le plan d'eau qui n'est pas sécurisé. On peut être soumis à n'importe quoi. Et il y a le deuxième sujet quand même qui est d'importance sur cet aéroport, c'est le problème de la cour de contrôle. Bon, moi, je ne serai pas aussi gentil que le directeur de l'aéroport, mais à un moment donné, il faut qu'on arrête de nous prendre vraiment pour ce qu'on n'est pas. Comment peut-on imaginer qu'on puisse avoir un aéroport international avec des prétentions de pistes longues et d'augmentation de la cadence du flux aérien et qu'en parallèle, on ne fait pas monter en puissance le nombre de contrôleurs aériens. Et aujourd'hui, même si EDIS fait un effort en formant des contrôleurs AFIS qui ne sont que des simples techniciens, je rappelle quand même qu'un contrôleur, c'est un ingénieur qui a passé un bac en général scientifique, qui a fait 2 années de prépa, qui passe un concours pour entrer à l'École nationale de l'aviation civile, l'ENAC, et ensuite qui passe 3 ans et qui sort de là avec un bac plus 5 pour être contrôleur. À l'île de la Réunion, il y en a plus de 25 contrôleurs aériens. Pourquoi aujourd'hui l'aviation civile nationale a décidé d'envoyer que 3 contrôleurs à Mayotte? Ce n'est pas qu'il n'y a pas de contrôleurs, comme vous l'avez bien rappelé, il y a des contrôleurs qui sont formés tous les jours. Mais encore faut-il maintenant qu'au niveau national, on estime que l'aéroport de Mayotte vaut le coup d'envoyer les hommes nécessaires. C'est comme pour l'éducation nationale, on ne va pas quand même s'appuyer
sur des contractuels pour éduquer nos enfants. Et là, maintenant, on m'explique que pour un contrôle aérien où les gens sont formés à Bac+5 qui sortent avec un diplôme d'ingénieur, on va faire des petites formations que je ne néglige pas, mais qui ne pourront jamais être l'équivalent de ce qui se fait à l'École nationale de l'aviation civile. Et je rappelle que... il faut qu'on aborde le dernier sujet. Mais je rappelle aussi que si l'État refuse de se donner les moyens, rien n'empêche aujourd'hui que le conseil départemental soutienne les jeunes étudiants mahorais qui sont prêts à se former là-dedans. Et bien parce sûr. Que si on parle d'excellence, eh ben, il faut aussi qu'au niveau du conseil départemental, on se donne les moyens. Si on envoie aujourd'hui des jeunes jusqu'au Québec, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas soutenir un élève ou un étudiant qui veut se former dans ce domaine et qui sera utile pour que demain on ait un aéroport international. Parce que ce qu'il faut surtout éviter, et ça c'est le plus important, ce qu'il faut surtout éviter, c'est que demain le contrôleur aérien qui assure l'approche des avions ne soit pas fait de la Réunion. Parce que quand on sait qu'ils sont 25 de l'autre côté, demain on nous dira, écoutez à Mayotte, cet aspect des choses sera géré par la Réunion et ce sera une raison de plus pour qu'on n'ait pas de piste longue à Mayotte. Sachant que Gilles Alboud a ouvert les classes préparatoires scientifiques dont on a besoin pour les 2 premières années au lycée de Sada. Oui, de Sada. Ou de Mamoudzou, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, il y a des prépas. Elles sont là et il reste ensuite à réussir le concours pour entrer à l'école d'aviation civile à Toulouse que vous évoquiez tout à l'heure. Donc, on peut pousser nos jeunes. Et on peut les pousser et on peut les pousser ensemble parce qu'il suffirait que dans la prépa qu'il y a à Mayotte, Matsup, Maspé, qu'on fasse en plus une matière supplémentaire pour la préparation au concours. Et puis là, à partir de là, les choses seront simples. Moi, je pense que le conseil départemental peut soutenir. Et bien, si vraiment tout le monde est de bonne volonté, qu'on s'assoie sur la même table et qu'on fasse les choses. Comment le conseil départemental l'a fait pour les infirmières? Dernière question. Absolument. Non, mais c'est important de le souligner. Hein. Le conseil départemental fait quand même des trucs, même si de temps à autre, on regrette que nos tickets de barge gratuits, on ne les a pas encore. Bref, en dépit des promesses. Daniel Zeidani, votre relation avec le MDM, il reste plus suffisamment de temps pour qu'on en parle, mais vous allez revenir. En deux mots. Mais je voulais que vous disiez que vous souteniez pour les sénatoriales. Alors, moi, je vais vous dire en 2 mots. D'abord, j'ai appris dans vos médias que, par communiqué, le MDM se séparait de Daniel Zeidani au sein de ce parti politique. Force de constater que cela fait maintenant à peu près 3 semaines que ce communiqué est sorti. Je n'ai jamais reçu de notification, je n'ai jamais entendu parler d'une réunion quelconque de concertation au sein du MDM. Et surtout, je tiens quand même à signaler que ce communiqué qui vous a été transmis, qui a été transmis aux médias, n'est ni signé ni tamponné. Le nom de la présidente est dessus alors qu'elle est en métropole depuis un certain nombre de mois. Donc moi, je suis très étonné de tout cela. Mais moi, j'ai compris qu'on remet en question mes cotisations pour lesquelles aucun membre n'est sollicité à cotiser. On remet en question mes positionnements politiques alors que la plupart des élus MDM et autres se sont positionnés soit pour Mélenchon officiellement, soit pour Macron officiellement. Mais Daniel Zeidani qui s'est positionné auprès de Marine Le Pen pendant la présidence des élections présidentielles pose problème pour un certain nombre de dirigeants dans le parti. Je crois qu'encore une fois, c'est le choix des Mahorais qui est remis en question, ce n'est pas le choix de Daniel Zeidani. Et ce qui est attaqué aujourd'hui, c'est le fait que la majorité des Mahorais ont fait le choix de Marine Le Pen. Et au sein de ce parti, les dirigeants sont contre ce choix des Mahorais. Et c'est à eux de s'expliquer par rapport à cela. Mais en ce qui me concerne, rien d'officiel n'a encore m'a été transmis. Donc pour ma part, ce ne sont que des mots et que ce petit groupuscule de personnes qui s'agitent devrait plutôt s'intéresser à ce que fait le gouvernement, à ce que dit le ministre de l'Intérieur lorsqu'il vient à Mayotte, parce qu'on voit bien que si je ne fais pas de débriefing sur des visites ministérielles, personne ne le fait au sein de ce parti. Et si je ne parle pas au nom de ce parti, tant bien même qu'on ne veut pas reconnaître mon importance au sein de ce parti, je crois que ce parti n'existerait plus parce que, sauf erreur de ma part, je pense que je suis le seul élu en exercice au niveau local. Et en même temps, au niveau local, il y a des maires, mais ils ne se parlent pas et ils soutiennent le gouvernement.
Najim Amada est investi par le MDM pour les sénatoriales. Ce sont les prochaines échéances pour les élus mahorais. Vous allez voter, vous êtes grand électeur, vous allez soutenir Najim Amada? Écoutez, moi, il est évident que je vais voter. J'ai même droit à 2 bulletins de vote, donc je pourrais voter 2 fois. Comme pour les présidentielles et comme pour les législatives, mon choix a toujours été auprès des Mahorais et pour les Mahorais, et donc pour ma population. Il est évident que pour cette élection sénatoriale, ma stratégie sera la même. Est-ce que j'aurai une stratégie de parti? Si mon parti fait le choix qui est conforme à ce que veut la population, évidemment, je serai avec mon parti. Mais si mon parti va dans des errements qui ne convient pas, je ne l'accompagnerai pas. Mon parti a fait le choix de soutenir Emmanuel Macron, je ne l'ai pas fait. Ils m'en veulent, c'est leur problème. Mon parti a fait le choix de soutenir une candidate qui était avec Mélenchon. Je ne l'ai pas accompagnée parce que la population n'avait pas cette vision des choses. Donc il est clair que pour les sénatoriales, j'attends d'avoir la cartographie exacte de tous les candidats, mais il est clair que pour le moment, on a en droit de se poser des questions. Donc le soutien de Daniel Zaidani et Najim Amada n'est pour l'instant pas assuré. N'est pas assuré tant que déjà nous n'avons pas l'éventail complet des candidats. Mais en même temps, je me demande bien qui a bien pu écrire ce courrier, parce que soutenir un candidat voudrait dire avant tout qu'on ait la même orientation politique. Moi, mon orientation politique, elle est connue, c'est sortir Mayotte de tous ses problèmes. Et pour sortir Mayotte de tous ses problèmes, ça ne se fera sans la République en marche et sans Emmanuel Macron. Aujourd'hui, j'ai force de constater que les leaders qui sont au MDM sont convaincus que l'avenir de Mayotte ne peut se faire qu'avec Emmanuel Macron. Ce n'est pas ma vision des choses. Donc si le candidat soutenu par le MDM aujourd'hui est dans cette perspective-là d'aller rejoindre les rangs d'Emmanuel Macron, il est évident qu'il n'aura jamais mon soutien. C'est le mot de la fin. Merci Daniel Zaidani. Je vous en prie. C'était très clair. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. À très vite. Je vous en prie, à très bientôt. Et au prochain temps de parole de mes amis qui vont sûrement venir répondre. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.